Merci. Donc Michel Salem-Sermanet, je dirige l'Institut pour la transition énergétique de la ville, Efficacity, qui est un institut multipartenaire dont l'UPEM fait partie, qui rassemble une trentaine d'acteurs publics et privés, donc des industriels, des ingénieristes et des organismes académiques qui travaillent ensemble pour trouver des méthodes, des outils un peu novateurs pour accompagner la transition énergétique et transition environnementale plus généralement du monde urbain en France. En France et à vocation également à déployer ces méthodes dans d'autres pays. Alors, j'en profite pour remercier l'UPEM de nous avoir impliqués dans cet observatoire, et notre implication sera de contribuer sur cette thématique environnementale. Donc le défi environnemental, vous avez à l'écran la stratégie de durabilité, donc de développement durable, donc qui dépasse bien sûr le champ de l'environnement des JO, donc qui est en ligne avec la stratégie de durabilité du Comité international olympique. Donc chaque événement Jeux olympiques doit décliner dans le cadre de sa candidature ses objectifs en matière de développement durable. Et simplement ce que je voulais souligner, c'est que dans cette stratégie de durabilité, l'environnement au sens large apparaît de façon extrêmement significative. Donc les questions de climat, les questions d'infrastructure, d'énergie, eau, déchets, d'économie circulaire, de mobilité. Donc on voit que les défis de l'environnement sont absolument majeurs. Ce qui a été fait dans le cadre des JO, comme des précédents JO, donc Londres et Rio, c'était de mettre en avant des objectifs. Et donc vous voyez là quelques objectifs sur des questions environnementales qui sont dans une certaine mesure déjà à ce stade quantifiés, et pour une certaine mesure également qui restent à préciser. Donc vous avez des objectifs sur les questions de climat, questions donc d'émissions de CO2, avec un objectif très ambitieux de faire beaucoup mieux que les deux précédents JO des années 2010, Londres et Rio, donc d'avoir des émissions de CO2 moitié moindres que ces deux JO, qui avaient déjà des ambitions environnementales fortes. Alors bien sûr, vous avez en tête que tous les JO sont censés être les plus verts de l'histoire. C'est quelque chose qui est un slogan, je dirais, qu'on retrouve de manière assez systématique. Il y a eu vraiment un effort de fait depuis Londres. Pékin déjà, mais vraiment Londres a mis un accent très fort, avec en particulier le fait d'être accompagné par des organismes indépendants, des ONG internationales, pour avoir une certaine crédibilité dans l'affichage des objectifs et ensuite des résultats. Voilà, Rio a embrayé également dans cette tendance, et voilà, donc on a ça comme référence, et donc on va essayer de faire deux fois mieux en quelque sorte, donc d'avoir des émissions de moitié celles de ces deux événements les plus récents. Également en termes d'énergie, bien évidemment, donc on veut mettre l'accent sur les énergies renouvelables, en particulier donc pour l'approvisionnement en électricité, et puis de faire en sorte que toutes les constructions neuves, qui ont, comme vous le savez, des standards extrêmement exigeants en termes de performance énergétique, soient au meilleur niveau. Et c'est un exemple d'ailleurs là où il reste encore à préciser quel est ce niveau, puisqu'il y a différents labels, ce sont des choses qui évoluent régulièrement. De la même façon, sur les matériaux, sur les questions d'économie circulaire, on a des objectifs importants. Et enfin, en matière de mobilité, vous savez sans doute classiquement que sur un territoire urbain donné, la mobilité représente entre un tiers et la moitié de l'empreinte environnementale. Donc là, évidemment, on a un objectif très important d'accès au site par les spectateurs, donc de 100% en transport collectif ou mode actif, et puis donc zéro émission pour les véhicules officiels. Alors ça, ce sont les objectifs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de défis? Parce qu'il y a un vrai défi à atteindre ces objectifs. Ces objectifs sont ambitieux. Comment les atteindre? Alors d'abord, Paris a des atouts que je vais résumer en trois éléments clés. D'abord, on va avoir un site très compact. On l'a dit tout à l'heure, il y a quelques événements
dans le sud de la France, mais l'essentiel se fait sur un périmètre très restreint, ce qui du coup a un impact environnemental d'emblée très réduit, ne serait-ce qu'en termes de mobilité. L'impact mobilité, c'est une chose importante, je l'ai rappelé. Il y a aussi un impact très important en termes de construction. On aura peu de construction, hein, puisque l'essentiel des infrastructures existe, et on aura par ailleurs des constructions qui sont pensées avec cet objectif d'héritage, cet objectif de servir dans la durée, et donc ce sont des constructions qui sont pour la plupart pérennes ou pour la plupart qui permettent d'être adaptées pour être utilisables dans la durée, et donc également ça conduit à une véritable sobriété de l'empreinte environnementale. Bon, on a aussi la Seine hein, qui va jouer, comme vous le savez, un rôle important sur le plan des événements sportifs eux-mêmes ou en termes de vecteurs de mobilité, donc qui est un atout évidemment pour Paris. Néanmoins, c'est complexe. Alors pourquoi est-ce que c'est complexe? Bon, différents éléments. D'abord, sur le fond, c'est le point numéro 2, ça reste un territoire qui est complexe en termes de dessert. Et je le disais tout à l'heure, la mobilité, c'est parfois entre un tiers et la moitié de l'empreinte. Alors bien évidemment, il y a des infrastructures majeures, on pense au Grand Paris Express, hein, qui sont réalisées pour cette date, mais ça reste globalement un territoire qui est contraint et voilà, pour lequel voilà, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte. Alors ensuite, les points 1 et 3, sur le plan méthodologique, et donc je fais le lien avec les travaux scientifiques hein, qui vont être menés dans le cadre de cet observatoire, on ne sait pas bien aujourd'hui mesurer, évaluer l'empreinte environnementale à la fois dans la durée, hein, c'est ce qu'on appelle l'évaluation environnementale continue, dans la durée d'une part, et d'autre part à l'échelle d'un quartier. Alors on sait très bien le faire à l'échelle d'un bâtiment, hein, vous le savez, des certifications très très précises, hein, mais le faire à cette échelle de projets urbains, puisqu'il s'agit en fait d'un certain nombre de projets urbains, il y a le village ou les villages, il y a des grands équipements publics, de sportifs, comme la piscine, etc. Donc en fait, il s'agit d'un certain nombre de projets urbains, de composantes urbaines, évaluer précisément l'empreinte environnementale, l'évaluation environnementale de ces projets urbains, à la fois dans la longue durée et à l'échelle d'un quartier, on ne sait pas le faire en fait. On ne sait pas le faire aujourd'hui, donc Efficacity, avec d'autres partenaires, nous travaillons sur ce sujet précis, parce que ça intéresse tout le monde hein, de savoir voilà, quel est l'impact vraiment d'un projet urbain, d'un projet d'aménagement. En fait, on ne sait pas le faire si on veut le faire de façon rigoureuse et complète. Alors, je vais juste donner un exemple. Vous connaissez par exemple l'approche globale hein, quand on fait une évaluation économique, ça permet de prendre en compte vraiment ce que coûte un projet. Ben, ce que coûte un projet sur le plan environnemental, on appelle ça l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire de faire le calcul sur tout le cycle de vie du projet. Donc par exemple, pour les émissions de CO2, on ne va pas uniquement se poser la question quelles sont les émissions de CO2 pendant l'événement ou même pendant les dizaines d'années de durée de vie des infrastructures qu'on va construire, mais également ce qu'a coûté en termes de CO2 la construction de ces infrastructures, le transport des matériaux, et puis en fin de vie, les réhabilitations lourdes, les démolitions, le recyclage des matériaux. Donc vous voyez, on est pratiquement sur une durée de 100 ans, on ne sait pas le faire sur le plan méthodologique à cette échelle, en tout cas pas précisément. Et du coup, c'est une formidable opportunité, parce que les JO, on peut le penser, vont nous donner des moyens, une dynamique pour faire avancer ces méthodologies, et les JO, en tout cas pour nous, c'est finalement des projets urbains comme d'autres, et ce que l'on aura appris à faire sur les JO, je pense que ça sera extrêmement intéressant pour le faire de manière ensuite plus systématique et plus facile sur tout un tas de grands projets urbains, que ce soit des méga-événements ou pas. La dernière contrainte, et j'arrête là, c'est que malheureusement, même si la COP21 est passée par là, même si la France veut être à l'avant-garde de ces questions environnementales, malheureusement, il y a beaucoup d'autres priorités pour cet événement que les performances environnementales. Alors, simplement, j'ai eu la chance de participer quelques années à la préparation des JO de Londres, et j'étais dans l'équipe qui travaillait sur justement l'héritage hein, du projet urbain, en particulier le défi environnemental, et c'était très enthousiasmant, mais en même temps un peu frustrant de constater que
ce n'était pas la première priorité, forcément. Hein. Donc, il y a de nombreuses autres priorités. Hein. La bonne organisation de l'événement, bien sûr le nombre de médailles, les questions de sécurité. Voilà. Le défi environnemental, voilà, c'est une priorité parmi d'autres. Et simplement, je pense que l'Observatoire peut être l'occasion de rendre peut-être plus facilement compréhensible ces enjeux environnementaux. Quand on parle de tonnes de CO2, c'est pas toujours très simple. Si on arrive à rendre compréhensible par le grand public ce que ça représente vraiment, peut-être qu'on fera en sorte que ça reste parmi les toutes premières priorités.